Nous sommes le 10 septembre 2024 et le Pau FC est toujours invaincu en Ligue 2. Vous écoutez le 16e épisode de 1959, bienvenue dans notre 3e saison. Et aujourd'hui je suis accompagné de Tom et Yohan. Salut les gars. Salut Alex. Salut tout le monde. Petite précision, Yohan est parti prêcher la bonne parole paloise dans le Grand Est. Excellente parole. Exactement, vers Nancy. Maintenant je souffle mes conseils footballistiques à Pablo Correa. Tu pars apprendre des plus grands. Franchement, avec ça là de Nancy. Attends, c'est toujours lui le coach là-bas ? C'est toujours lui le coach. Il était revenu et il est resté. Retour vers le futur quoi. Putain. Mais ils sont bons là, ils font un bon début de saison d'ailleurs. Ouais, ils ont un gros budget, grosse ambition. Ils sont quoi ? Ils sont top 3 ? J'espère rencontrer Monsef Zerka aussi. Voilà, pour avoir les rêves footballistiques des années Monsef Zerka, 2000. Ouais. Et enfin, Romain n'est pas là. Tout ça parce que monsieur vient d'être papa. Toujours des excuses. Félicitations Romain. Félicitations Romain quand même, malgré tout. On le félicite, on fait aussi la bise au petit Myron et à la maman. Mais c'est pas André Pierre le prénom ? Allez, pour commencer, juste un petit rappel parce qu'on s'habitue à tout, même aux bonnes choses, mais des fois c'est bien de le rappeler, mais on est en Ligue 2, c'est notre 5e saison, et le projet sportif c'est d'avoir un football offensif. Voilà. Oui, c'est toujours une réussite, une recette gagnante et plaisante, et grâce à cette philosophie, on a toujours hâte que la saison reprenne, et là encore plus. La saison a repris, Tom. Oui, mais enfin voilà. Ça reste du kiff et l'impression globale de ce foot offensif est toujours aussi bonne quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec Tommy pour une fois. Vu que le contexte actuel dans le monde du foot français, je trouve que le Pau FC dans son ensemble c'est une putain de bouffée d'air frais et ça fait toujours plaisir. Et cette putain de trêve là, enfin voilà, je suis en manque de foot populaire et de Pau FC surtout. Ah c'est clair que là, on enregistre au moment où Vincent Labrune a été réélu. On est très loin du foot business, de la Coupe du Monde des clubs à 46 clubs, d'un siège de la AFP à 127 millions d'euros. Notre club, c'est quand même notre attachement local et territorial, notre foot populaire. Et ça fait du bien. Et en plus, on est aussi durant l'été, on est également devenu le meilleur club de foot de la Grande Aquitaine. Donc bon, voilà. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. On pourra en reparler, mais... Ah ouais. Ouais, le côté tout seul dans notre coin, je suis pas sûr que ce soit même bon pour notre développement au long terme, mais bon. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on avait un Girondin de Bordeaux à côté qu'on a bossé avec eux, hein. Non, on a essayé des fois, mais comme avec le TFC, mais sans réussir. Ouais, donc... Et puis ça y est, le tribunal... de commerce des Deux-Sèvres a prononcé la liquidation judiciaire des Chamois Niortais. Ils attendent de savoir où ils vont jouer maintenant. Donc, mais pour moi, ça veut dire que c'est la dissolution de la société anonyme. Ouais. Je me demande même s'ils vont pouvoir garder leur numéro de matricule, c'est-à-dire rester Chamois Niortais. C'est-à-dire, est-ce que l'association sportive... C'est pas la sauce qui va rester... Sète avait eu ça, et Sète, ils avaient disparu le FC 734, double vainqueur de la Coupe de France, a disparu. Maintenant, ça a un autre nom de club et un autre matricule enregistré à la Fédé. Donc, bon. Ok, ouais. Là, je est crois solo. Que du coup, ils repartent en R1. Ouais, c'est pas acté, ça. Le projet. C'est bien triste. Force à eux. Quand on repense qu'il y a quelques années, ils nous prêtaient des joueurs pour qu'on les aide à grandir. Ouais, le foot, ça va vite. Hein. Ok, allez, au programme aujourd'hui, on va parler de la Ligue 2 avec les 3 premières journées et on va commencer par un retour sur le Mercato. Allez, donc on commence avec ce récap sur le Mercato avec une quinzaine de départs en tout, mais il y a quelques joueurs plus 1-3 dans cette quinzaine. Je vais vous faire la liste tout simplement. Moussa Sylla qui est parti s'éclater en Allemagne, Quentin Galvez Diarra qui est parti parce qu'il voulait plus que la N3, mais en dernière nouvelle il était à l'UNFP, donc je ne sais pas ce que ça donne, je n'ai pas regardé ces derniers temps. On a perdu Noesso qui a été rejoindre Di Tolo en Suisse, au FC Sion, Cécile Almeida
Et Charles Bolly sont partis à Chypre, à l'Apollon Limassol FC. Louis Monton est retourné à Saint-Etienne. J'avais commencé à regarder en début de saison. Johan, toi aussi, il joue pas. On a perdu le grand Tino Costa qui a pris sa retraite. Nicolas Delpech est parti à Avranches en N2. Thomas Coléo c'est parti au FC Lorient avec la réserve donc en N3. On a perdu Henri CV et Mons Bassoamina pour le Clermont Foot 63, c'est la Ligue 2. Yanis Begraoui est retourné en prêt à Toulouse, mais il est parti derrière au Portugal. Story Praia en D1 portugaise. Voilà, il suit les pas de Samuel Essandé, qui était allé s'éclater au Portugal et qui est maintenant en Bundesliga. Et qui a marqué. Hein. Ouais, il joue à Augsbourg. Ouais. Et il a marqué en Bundesliga. Il a fait les 2 matchs, je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts. Enfin, et B. Il est sur sa progression linéaire et sans fin. On a Sonny Deguer qui est parti à Saint-Privé-Saint-Hilaire, c'est de la N2. Adel Lembeza devait partir à Dijon, je sais plus si ça a été confirmé. Et enfin, Pape Massar JT est parti renforcer les Girondins de Bordeaux, alors soit pour la N2, soit pour la N3. Et 0 minutes à son actif pour l'instant. Ouais, mais il avait un problème de visa. De visa, ouais. Pour pouvoir être définitivement enregistré. Moi, je pense qu'il postule plus pour la N2 quand même, mais bon. Ouais. Et je pense que tu en as oublié un qui est très important et qui à chaque fois fait débat au sein du podcast entre nous, Diadine, oui. Abzi qui devait revenir de près d'Espagne. Et puis Romain n'est pas là, donc il n'y aura pas vraiment de débat, je pense. Non, mais bon. Mais c'est vrai qu'il est parti, ouais, le club il avait encore une année de contrat, et le club a rompu son contrat. Romain n'est pas là, donc je vais pas enfoncer le clou, mais effectivement. Pas aujourd'hui. Abzi n'est pas titulaire à l'arrière, au poste d'arrière gauche du POFC, alors on se parle quoi. Je sais même pas s'il est titulaire quelque part, peut-être dans. J'avais regardé cet été, il avait pas retrouvé de club. Non, ouais. Donc, et là j'ai Transfer Market sous les yeux et il est toujours sans club. Ouais. Yes. Bref, dans l'autre sens, les arrivées. On a donc eu la première recrue, Antoine Mille, qui vient de la Berrichonne de Châteauroux, en N1. Antonin Bobichon, qui vient de Laval. Les deux, ils arrivent pour se partager le poste de 10 et prendre la succession d'Henri CV. On a le tout jeune Pathé Mboup, qui vient de Molenbeek. Après un petit passage éclair à Lyon, la réserve lyonnaise, il a fait une année à Molenbeek en première division belge. Ça s'était très mal passé, mais il arrive avec a priori beaucoup de talent. Pathé Mboup de la Galaxy Textor. Franchement, ça au Camoulox, tu fais 10 000 points là. Si tu veux des points au Scrabble, derrière on a Tao Paradovski qui arrive du Nîmes Olympique. Tout jeune de 19 ans, gros potentiel. Il a fait une saison en 1 an. Ouais. Ensuite, Tyrick Arconte qui vient du Stade Brestois après un prêt l'année dernière à Rodez. C'est le premier transfert payant dont on va parler, 600 000 € sur ce joueur. Un attaquant axial, on en reparlera en détail après. Qui a pris le numéro 7. Ouais. Terence Koudou, arrivé sur la toute fin du mercato du Stade de Reims. Lui aussi on l'a payé également. Ouais, 200 000 € pour lui. Très bien négocié à mon avis, mais on pourra en reparler. On a eu enfin 2 dernières arrivées offensives avec Kylian Gasnier qui vient des Chamois Niortais et Candette Diawara qui arrive en prêt avec option d'achat du Havre, du HAC. Ouais. Et après, je me permets, t'as oublié de citer 2 joueurs qui sont arrivés un peu dans le groupe. Ah putain, ça coupe. Bonjour. Vous êtes sur Le pire, c'est que si lui m'appelle, je peux pas décrocher parce que ça. Censurer le Johan. Ah, je sais pas qui c'est qui a pas de réseau, si c'est moi ou si c'est vous. Non, c'est le câble de mon téléphone, il se décroche et ça coupe le truc. Et donc, ouais, t'as oublié de citer 2 joueurs. Tom Gomez, d'abord, qui était dans le groupe N3, qui a fait une apparition l'année dernière, qui a signé son premier contrat pro. Ouais, un jeune du centre. Et Joseph Kaloulou, l'arrière gauche, et qui fait partie de la fratrie Kaloulou, avec Gédéon, qui joue à Lorient, je crois. Et Kaloulou, qui est aussi le frère qui a signé à la Juve cette année. Pierre. Cet été. Voilà, Pierre Kaloulou, qui est arrivé de Saint-Priest, de N2, et qui a déjà pas mal de minutes dans les jambes depuis le début de saison, parce qu'il y a des blessés, mais faut pas les oublier, je pense. Ah, bien sûr. Ouais, et on peut même rajouter... alors, j'ai perdu son prénom.
Alors, Massiré Silla, il est parti en Norvège, en D2 norvégienne. Là, attends, mais il jouait encore la première journée de N3 ? Ouais. Ah, il est parti depuis. Je sais pas si c'est lui, parce qu'il y a 2 Silla. Il y a Massiré et il y a Ralifa. Et on a aussi un jeune Bongelo, qui est venu de Montpellier, qui a joué quelques minutes en Ligue 2. Ouais, qui a joué 2 minutes face à Caen. Ouais. C'est ça. Qui est un attaquant de pointe à la Myron George, un peu, et très, très solide. Ouais. Voilà le tour. Je pense que globalement, on va tous être d'accord sur le fait qu'on a fait un recrutement de grande, voire très grande qualité. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Même si on pouvait être inquiet en début de mercato quand on perd des joueurs comme Henri Cévé et Mons Baswamina. Et finalement, sur ce qu'on a vu du début de saison et sur le recrutement lui-même, je trouve qu'on a fait quelque chose de vraiment qualitatif, quoi. Mais je sais pas combien est payé De Souza, mais en tout cas, Louis a fait du super boulot cet été. Et il a super bien bossé. Le club, je pense en général, même la cellule de recrutement, s'il y en a une, je pense qu'elle a fait vraiment un super taf. C'est le père de Batles. Ouais. C'est le père de Laurent Batles ? Ouais, Gérard. Ah putain, je savais pas. Ah, mais c'est les familles du foot, gros. Ah, on a Thibaut Giresse, on a adjoint de Nicolas Oussaï. Ouais, c'est vrai, parce qu'on pourrait compléter aussi le mercato en disant que donc on a Thibaut Giresse qui est arrivé pour s'occuper du secteur offensif. Nicolas Pires, l'ancien entraîneur de la réserve, lui occupe le secteur défensif. Je crois qu'il gère la vidéo aussi, si je ne me trompe pas. Et on a l'entraîneur des gardiens. Ouais, Babi Kian, si je ne me trompe pas, qui arrive de Nîmes. Et le jeune Nîmois qui est arrivé vient en grande partie parce qu'il suit son entraîneur des gardiens. Et il remplace, pas tous, mais Stéphane Lièvre, premier adjoint de Nicolas Oussaï. Et je ne sais pas où il est parti par contre. Il voulait mieux. Ouais, après j'ai pas eu de nouvelles non plus. J'ai pas regardé en même temps. Ouais, mercato intelligent. Moi, ce qui m'intéressait, c'est... Bon, chaque été, on attend à ce qu'il y ait énormément de passages à l'aéroport Pau-Pyrénées, parce que c'est le lot du Pau FC de beaucoup tourner. Mais en termes de qualitativement, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment allés chercher, peut-être pas forcément beaucoup de joueurs, mais des joueurs confirmés, répondant à des besoins très spécifiques de l'équipe. Et puis Bobichon ou Mills, ça a été quand même des signatures assez tôt dans le mercato d'été. Ouais. Donc on sent que ça a été travaillé. Moi, ce que j'aime, c'est que maintenant on a un groupe resserré enfin, on a un groupe qui n'est pas resserré, mais de 25 contrats pro. Alors, après, il y a du Lespinasse encore. On ne sait pas trop où les placer encore, mais ils sont, je crois, sous contrat au club. Mais bon, voilà. C'est pas non plus un effectif pléthorique, mais les postes sont tous doublés. À part le poste d'arrière gauche qui est lui quadruplé, mais finalement peut-être à dessein vu le nombre de pépins que l'on a sur ce poste. Et avant ces 3 journées, si on avait juste parlé du mercato, oui, c'est encourageant. C'est encourageant. Moi, j'aurais été déçu du départ d'Henri Cévé, mais faut croire qu'il a été anticipé. Mais je pense qu'en fait, le mercato palois se joue en 2 temps. Le premier temps, les fins de contrat, et comment tu gères les fins de contrat et les joueurs qui partent. Moi, hormis Henri Cévé, et peut-être Charles Bolly, parce que je l'aime bien, c'est mon foot, tout ce qui est... Moussa Silla il est parti avec pour 2,5 millions à Schalke, mais Baswamina, Sissi d'Almeida, Noesso, c'est pas forcément des titulaires tous confirmés, à part même pas Boissamina non plus n'était pas un titulaire confirmé. Et je trouve qu'on a vraiment, on a réussi à garder Jean Ruiz qui a prolongé. Ça, c'est peut-être la recrue de l'été pour bien moi. Sûr, c'est une recrue en plus. Et en fait, ça se joue dans un premier temps les fins de contrat. Donc on a su que tout le monde, tous ces mecs-là partaient. Déception pour Henri Cévé parce que dans les médias, il voulait re-signer à Pau. Au final, il re-signe pas pour une question d'argent. Je pense qu'il gagne un peu plus à Clermont et grand bien lui fasse. À 33 ans, tu gagnes un peu plus. Moi, je peux le comprendre. Et pour le reste, d'Almeida, ça pouvait partir. Baswamina, ça pouvait partir parce que moi, je trouve personnellement, ce mec-là, ça fait 2 saisons qu'il surperforme. Et là, quand tu vois à Clermont, c'est pas grandiose, quoi. Donc et après,
dans un deuxième temps, les recrues, comment on les remplace, et ces choix de joueurs, ces remplacements de joueurs a été fait à la perfection, quoi, je trouve. Vraiment, je suis ravi. Je suis satisfait. Il n'y a pas un transfert qui est inquiétant en fait. Non. En fait, on peut le découper en deux. Tu as Bobichon et Mille qui apportent de l'expérience, même si Mille ne connaissait pas encore la Ligue 2. C'est deux joueurs qui ont 26-27 ans. Et après, tu n'as que des jeunes à potentiel pour essayer de refaire une Scylla derrière, tout simplement. Développer des joueurs et essayer de les revendre, quoi. Je trouve qu'on est un peu... pour moi, une bonne équipe, elle tourne autour de 22-23 joueurs. On en a 25, mais je trouve quand même un peu à poil devant. J'aurais bien aimé le recrutement d'un attaquant supplémentaire, parce que si Khalid Boutaïb se pète, on manque quand même... l'épine dorsale de l'attaque est complètement absente, et on n'a pas d'autres profils de ce type. Comme lui, non, mais c'est la même chose l'année dernière, hein. Finalement... Ouais, mais on était peut-être un peu plus étoffé en termes de solutions. Là, t'as Arconte qui peut jouer 9, qui a joué 9 à chaque fois qu'il a joué à Rodez l'année dernière, et t'as Pathé Mboup aussi qui peut jouer dans l'axe. Avec un profil totalement différent. Alors du coup, tu mets qui sur les ailes? Tu vois, si jamais tu joues avec 3 offensifs... Après, il te reste Gasnier, il te reste... Enjo. Diawara, Enjo... on a 5-6 joueurs pour 3 postes. Même Bobichon aussi, il jouait parfois ailier gauche à Laval. Hein. Ouais, donc, mais c'est pas son truc, Bobichon. Ah non, c'est pas son poste préférentiel. En termes de buteur, mais c'est Arconte qui jouait le rôle de numéro 9. Combien de buts à Rodez la saison dernière? 4 5 ou 6, mais il a très peu. Ouais, 5 ou 6. Après, il met un triplé. Contre Caen, ouais. Donc, je crois qu'il a qui fait gonfler un peu ses stats. Bon. Mais après, oui, c'est sûr que derrière, milieu de terrain, gardien, c'est fourni, et il va y avoir une sacrée concurrence pour pouvoir être titulaire les vendredis soirs, malheureusement, vendredi soir, mais ouais, il y a... Mais défensivement aussi, la partie défensive du Mercato, c'est joué avec la prolongation de Jean Ruiz et Anja Oussou, l'autre pépite qui reste au club, quoi. Malgré quelques propositions, en tout cas, il y a eu des rumeurs qu'il envoyait en Turquie ou en D2 anglaise. Il est toujours là, et cette doublette avec Kwasi derrière. Ouais, et Kwasi, c'est l'autre prolongation. Alors, celle-ci n'était pas du tout prévue par le club, mais a priori, il y avait une clause. Seul son agent la connaissait, je pense, cette clause. Ouais, je pense qu'il a gardé au chaud un petit moment. Et donc, Kwasi, qui a eu une clause, il devait partir, il était en fin de contrat, et il avait une clause d'une année supplémentaire pour une question de temps de jeu, je pense, quelque chose comme ça, ou de performance. Et du coup, il a été prolongé d'une saison en plus. Moi, je suis pas contre. Non, c'est joueur de devoir qui acceptera en plus, comme le dit Yo, de faire banquette, quoi. Ouais, qu'il a déjà fait. Hein. On l'a vu face à Caen, par exemple, qu'il a très bien fait. Et il a fait son banc, et derrière, il rentre, et il fait le job même en 6. Et contre Grenoble aussi, je crois qu'il rentre en 6. Je saurais pas te dire. Ouais, je crois aussi. Mais après, bon, j'ai pas forcément bien vu le match. Mais Kwasi qui rentre en 6, là il fait une bonne saison quand il est super sub. Et moi je trouve en fait l'équipe est hyper bien équilibrée, quoi. Derrière c'est fort. Au milieu, entre Mohamed, Bobichon, Besnard qui avait prolongé, Antoine Mille qui a fini dans l'équipe type de National de la saison dernière, c'est fort, quoi. Et Ngom. Et tout ça dans une démarche de 1,5 million en moins en plus. C'est-à-dire avec une réduction de voilure. Ouais. Donc le casse-tête, il y était en début de mercato pour des Souza, et c'est vrai que pour l'instant c'est, avant même le début de la Ligue 2, je suis d'accord avec toi Yo, ça sent le mercato intelligent, quoi. Préparé, anticipé. Ouais. C'est ça. T'en parlais, je pense que Oumar Ngom, j'ai l'impression que ça va être aussi une recrue, parce que l'année dernière on l'a pas trop vu, mais j'ai l'impression que sur ce début de saison il était vraiment en forme. Ouais. Après, il est jeune. L'année dernière, c'est un 2004. Là, il a 20 ans. L'année dernière, 19. C'est une saison d'adaptation. Même s'il jouait avec Niort, justement, il y a 2 ans. Ouais. Et je pense que oui, ça peut être aussi ça peut être une recrue également. Ouais. Et après, je suis vachement hypé par Kylian Gasnier, qui vient de Niort aussi, là, qui est arrivé gratuitement. Ouais. Et en fait, c'est une équipe. Moi, j'adore cette philosophie. On a recruté vachement de jeunes à haut potentiel. Et maintenant, la moyenne d'âge est passée autour de 26 ans avec Raïd Boutaïb qui en a 37. Ouais, c'est ça. Je trouve ça, en fait... On est même à 24 ans là, sur les premiers matchs. Ça joue au foot, c'est technique, c'est jeune. Allez, vas-y, let's go. On va faire une putain de saison, les gars. En fait, t'as une défense qui a pas bougé, qui est assez expérimentée globalement,
qui a été stable durant l'été. Le milieu, c'est pareil. Enfin, le milieu, ça a un peu bougé, mais c'est expérimenté aussi. Et c'est devant où t'as vraiment que des gamins à fort potentiel, plus Boutaï pour les encadrer, quoi. Enfin, je pense que ça peut être la bonne formule. Ouais, et dans les jeunes, il y a Terence Koudou qui peut vraiment tout exploser aussi cette saison. Ouais. Bon, on parlera ensuite des 3 premières journées de championnat, mais lui, il peut vraiment. Enfin, pour moi, c'est peut-être le plus gros potentiel de l'équipe avec Yad Mohamed, je sais pas, mais. Ouais. C'est ce que nous disait Oussaï la saison dernière. C'est chouette, ouais. Exactement. Je me souviens clairement qu'il nous disait que il est fan de ce joueur, quoi. C'est un très très haut potentiel. Et puis il a commencé la saison là quand il est revenu à Pau, arrière gauche, et il a fait son match, quoi. Techniquement, c'était fort. Enfin, c'est une super recrue et pour seulement 200 000 euros. Je sais pas quel est le pourcentage à la revente derrière, mais c'est exceptionnel. Donc mine de rien là, pour terminer ce mercato, donc on a vendu pour en fait 2,5 millions Moussa Sylla, moins 500 000 euros pour Caen. Donc en gros, ça fait plus ou moins 800 000 euros. Parce qu'on l'a acheté 300 et derrière, quand on l'a revendu, il y avait 500 qui partaient à. Donc ça a rapporté plus ou moins 1,7 million au club. Ça. Et en dépenses, il y a eu 600 000 euros pour Tahiré Carconte. Ouais, et 200 000 euros pour Koudou. Donc on est sur un truc une balance de 1 million environ. Ouais, 900 000 euros. 900 000 mais en sachant que l'année dernière, on a fini à moins 800 000 euros de déficit sur le budget l'année dernière. Donc en plus, les Souza répond à la logique budgétaire du club. Quoi. Ouais. Ah ouais, putain, c'est vraiment... Là, pour l'instant, grosso modo, on est stable d'un point de vue économique. On a l'équilibre. Après, c'est peut-être une saison charnière qui montre aussi l'évolution du club de Pau, qui est capable de sortir 800 000 euros ou 900 000 euros cet été, alors que tout le foot français, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, est en crise. Donc ça aussi, je pense que c'est une évolution qui est notable. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont moins dépensé. Hein. Ben, Montpellier, aucun joueur. Hein. Enfin, ça a fini par se décanter, mais par des prêts. Non, je pense que ce mercato a été permis par la bande de Moussa Sylla. T'as pas Moussa Sylla. Bon, là, tu tires le diable par la queue comme tous les autres clubs de Ligue 2 et de Ligue 2, et de Ligue 1. Voilà, ça a été plus que fructifié. Maintenant, à l'équipe de tourner. Ouais, et tu peux te retrouver en fin de saison avec plusieurs joueurs à gros potentiel, encore sous contrat et que tu peux vendre l'été prochain si besoin. Quoi. Exactement. Après, voilà, le seul petit truc de cet été qu'on n'a pas réussi à faire, mais bon, c'est hyper compliqué, c'est se débarrasser des indésirables, on va dire. Je ne sais pas s'il y a un loft à Pau. Ah, mais c'est ça. En tout cas, le PFC a tellement grandi qu'il a un loft. Ouais. On a qui dans ce loft là, capable de partir? On a Chahiri, Lespinasse, Evans et Boto. Ouais, Boto et Evans, comme tu disais, Ouais, 4 joueurs. Ah, puis alors, Lofter cave, quoi. Hein. Moi, je pense qu'il y en a un ou deux, ça se trouve, on va pas les voir en une avant milieu de l'automne. Chahiri, déjà, qui a pas fait la prépa, qui est à moitié blessé, qui doit partir. Ouais, c'est compliqué. Ça va être un gros salaire en plus, quoi. Donc, c'est le petit point noir du mercato. Ouais, parce que ça pèse sur la masse salariale. Après, bon, on va peut-être commencer à parler des performances, mais déjà pour parler des lofters, Evans, il a fait un but, une passe D en réserve samedi dernier, lors de la troisième journée de National 3. Donc, moi, je trouve ça encourageant. Ça prouve qu'il lâche pas, le mec, tu vois. Puis on sait que c'est un footballeur qui a quand même quelques qualités, notamment techniques. Boto, je l'ai croisé en ville. Je sais pas, je l'ai croisé en sortant de chez le kiné. Okay. Il avait l'air d'être plus de marcher correctement. Après, bon, c'est pas en course à haute intensité qu'on voit la différence. À mon avis, l'Espinasse, on le reverra plus du tout. Ouais, il avait des touches en Serbie, mais... je crois qu'il a fait un test à l'IMT Belgrade, là. Peut-être qu'il a même agent qu'Antoine Baptiste, je sais pas, mais à mon avis, ça, c'est un joueur qui a l'air de prendre une mauvaise direction. Et ouais, Mehdi Chahiri, je pense, des 4 joueurs, c'est celui qui a la plus haute valeur, ou en tous les cas, les plus belles qualités. Ouais. Mais ton coach te voulait pas, il part de très loin, quoi. Ouais. Puis il sort d'une saison où il a pas fait grand chose. La prépa, elle a pas été faite. Il a été à moitié blessé. En fait, ça qui est dommage, parce que l'année dernière, il arrive fin de l'été. C'est un peu le panic buy qu'on prend.
Parce Donc qu'on il fait une saison pas top. on vend Myron George juste avant et c'est lui qui vient pour pas le remplacer poste pour poste. Il vient du SCO de Strasbourg. de Non, Strasbourg. Ouais. Ouais, il a quand même des minutes en Ligue 1, techniquement, il est fort, ça se voit, il a du Ah foot oui, dans les Avec pieds, mais c'est une dinguerie. il a pas de cerveau, quoi. Enfin bref. Mais après voilà, moi j'osais espérer qu'au début de l'été là, qu'il fasse une vraie prépa et qu'il se dise vas-y cette saison c'est ma saison et que là il pète tout quoi. Sauf que bon, ouais, ouais. pas de prépa, il joue pas et je pense que bon il va regarder les matchs à la télé quoi. Non, mais après, de toute façon, il faut qu'il se prépare. Tu vois, il faut qu'il s'entraîne, c'est dans son contrat. Il a de la chance d'être peut-être dans je trouve, le secteur de jeu, comme on le disait tout à l'heure, voilà, une saison, c'est long. Quand bien même, il y a quand même. Allez, si le POFC joue 37 matchs sur la saison, c'est bien. Ouais. Voilà, s'il y a une absence sur l'aile, ou en tous les cas, comme tu disais, Alex, un Arcont ou un Mboup, qui a pris numéro 9, prennent la pointe. Il peut vite y avoir en remplacement besoin d'un ailier et Chahiri peut y répondre. Ouais, tu vois. pas. Surtout que c'est un profil. Si je le vois plus en 10, moi, tu vois. Ouais, mais alors là c'est bouché pour le coup. Oui. Mais surtout qu'il a moins un profil de profondeur, plus rentrer sur son pied droit, essayer de trouver un ballon long ou une intervalle qui a. Voilà, j'ai pas l'impression que on n'a pas ce profil-là peut-être. Ouais, lui, il peut faire la différence techniquement, mais pas forcément physiquement. Ouais. Mehdi, si tu nous entends, c'est à toi de jouer maintenant. Ouais, on croit en toi en tout cas. Le truc dingue, c'est que balle au pied, en fait, s'il met vraiment, il est largement au-dessus de la Ligue 2. Ouais, mais clairement, il a le niveau de la Ligue 2, ça c'est clair. Large. C'est juste, après peut-être physiquement, il peut peut-être pas reproduire les efforts, mais techniquement, c'est un crack. Ouais. Alors, vraiment. Mais bon, le foot, c'est pas que la non. technique, malheureusement. Donc, ouais, moi perso, hyper satisfait de ce mercato. Merci le club, voilà. Ouais, c'est un mercato qui fait envie, quoi. Ah oui, et deuxième point aussi, c'est deuxième point négatif après les lofters, il manque peut-être d'un 6, un deuxième 6. Ouais. Voilà. Si Mohamed se pète, et ce que j'espère pas, parce que là avec les Comores on a eu un peu peur, parce qu'il fait partie de la sélection des Comores, tout ça, il est parti, il a eu un strap au genou, il est peut-être sorti un peu blessé. Il n'a pas joué hier soir. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Il est resté au frigo. Ouais. Alors c'est une bonne remarque. Alors c'est toujours particulier là, parce que là je vais faire une réponse où je juge le mercato au regard des 3 premières journées, mais Usaï a l'air de vouloir partir avec 2 milieux de terrain sur la même ligne. Ouais, ce qui change par rapport à l'année dernière. Ouais, complètement. Donc, ce qui peut expliquer le fait de ne pas avoir fait recruter un milieu défensif supplémentaire. C'est-à-dire qu'il a envie de partir avec une doublette Mohamed Ngom. Bosnar, après voilà, là c'était les 3 premières journées, c'était Mohamed Ngom. Enfin, et encore, parce que les 2 premières c'était Mohamed Ngom. Après, Ngom a pris son carton rouge, après son tacle. Et Bosnar était blessé, donc ça tombait bien. Bosnar était blessé, donc c'est Mohamed, Bosnar, Ngom, voilà, c'est parmi ces 3-là, il en prend 2. Ouais. En sachant que Bobichon aussi peut jouer en 6, il peut jouer plus bas. Mais je pense que dans l'esprit d'Ouzaï, ça serait plus Kwasi qui pourrait jouer sur le 4e 6. Ouais. Mais tu sais, après, comme on jouait avec CV en point de basse, plus sur Toulon, pour le coup. Mais Bobichon, il peut avoir aussi ce profil de 6 points de basse avec 2 relayeurs devant, quoi. Ouais. Oui. Mais effectivement, à voir si ça... en tous les cas, à voir si c'est un manque au fur et à mesure de la saison. Mais c'est sûr que dans l'absolu, avoir une doublure dans le style de Mohamed, ça aurait été cool. Mais après, est-ce que le club peut a les moyens d'avoir un... Gomez, il est plus offensif que ça. Ouais, Gomez, c'est plus un allié, son profil. Et puis, la doublure, c'était Delpech. En vrai, Delpech, il aurait tellement pu essayer de gratter des minutes dans ce rôle-là. Ouais, mais j'ai l'impression que le club, il croyait pas. Enfin, on l'a pas vu malheureusement, parce qu'on l'a vu... On l'a vu il y a 2 ans sur sa titularisation. Ouais. Moi, je trouvais qu'il... Bon, il me fait mentir parce qu'il part en N2 au lieu d'exploser en Ligue 2, mais je trouvais qu'il avait vraiment Delpech, on l'a vu. Une sérénité, une présence dans les duels qui était hyper intéressante pour son âge. Ouais. Après ça, c'était Delpech il y a 2 ans. L'année dernière, c'était plus Coléo qui prenait... Bon, après, il a joué latéral droit, mais son vrai poste, c'était 6. Ouais. Coléo aussi est parti. Il est reparti dans sa Bretagne natale. Et c'est lui aussi, moi j'y croyais bien ce petit gars-là, je l'aimais bien. En 6, je pensais qu'il avait du potentiel. Donc que ça soit Delpech ou Coléo,
En tout cas, pour le club, en tout cas, c'était pas suffisant, quoi. Ouais. Et c'est peut-être à l'inverse, Johan, une volonté du board de dire non, on recrute pas un milieu défensif supplémentaire pour laisser vraiment le champ libre à nos deux pouces Ngom et Mohamed pour vraiment accumuler énormément de temps de jeu dans ce secteur-là, quoi. Ouais, je pense que ça peut être une théorie clairement envisageable. Je suis totalement d'accord. Et après, bon, pas de 6 parce ça que paye. est-ce qu'on n'a pas pris de 6 parce que voilà, on veut laisser la place aux jeunes, ou est-ce que c'est une question d'argent ou une question d'opportunité? Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs explications. Après, il faut bien penser aussi qu'on est sur une Ligue 2 à 18 clubs, donc du coup, tu as 4 matchs en moins quand même sur la saison. T'as plus que 2 journées en semaine sur la totalité de la saison. Ouais, en fait. Donc t'as forcément un peu moins besoin de. Mais clairement, joueurs, quoi. ça c'est aparté, comme je disais tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec ça. En vrai, on parle de la multiplication des matchs, mais pour le gratin européen, mais pour la seconde zone européenne, c'est au contraire une rare effection des matchs. Ouais. Je te dis, tu rajoutes 4 matchs de Coupe de France, ça fait aller 38 matchs, c'est-à-dire 7e, 8e tour, à la rigueur un 32e. Ça fait 37 matchs. Comme tu dis, il n'y a que 2 semaines où il y a un match. Il n'y a peut-être pas tant besoin de finalement. Ouais. Les effectifs, on se disait il faut absolument 25 joueurs pour attaquer une saison. C'est peut-être plus tellement vrai pour un club de Ligue 2 aujourd'hui, en fait. Hein. Ouais, puis c'est le risque d'avoir un joueur qui pourrit sur le banc sans jamais rentrer, quoi. Bah ouais. Donc de l'argent, enfin tu payes un joueur pour rien, sachant que l'argent là maintenant il faut le trouver où tu peux, et puis tu barres potentiellement un jeune du centre de formation ou de la réserve en ce qui nous concerne. Donc oui, parce que Transfer Market encore une fois dit 27 joueurs sous contrat, mais si tu enlèves les 4 lofters, ça fait du coup 23 joueurs. Ouais. Et en fait 23 joueurs pour le calendrier, c'est là, à moins d'une hécatombe de blessures. D'un concours de circonstances, c'est bien. Hein. À juste titre de comparaison, alors, parce qu'ils ont une saison à rallonge, le Real Madrid, ils partent avec un groupe de 22 joueurs sous contrat professionnel, tu vois. Ouais. Alors qu'ils vont jouer plus de 60 matchs, c'est quasi sûr, tu vois. Donc, bon. Et en sachant qu'en 6, dans le pire des cas, on a toujours un Jean Ruiz qui peut monter d'un cran ou un Xavier Kouassi qui peut venir dépanner. Donc, à qui c'est le poste originel. Ouais. Les deux. Donc, Jean Ruiz aussi. Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà. Dans l'absolu, ça aurait été cool d'avoir une doublure de Moine parce qu'il est tellement fort que ça aurait été cool. Mais bon, je pense qu'on est quand même bien fourni et bien en cohérence avec le projet de jeu du SAI sur cette saison. Quoi. Ouais. Mais j'étais pas à la fin du mercato quand la saison a repris. J'étais pas forcément inquiet. Hein. J'étais vraiment optimiste, même si on a perdu des cadres. C'est toujours la même dynamique. Il y a des jeunes qui, enfin voilà, ils ont été remplacés. Ah, je trouve qu'on fait vraiment trouvé ce mercato réussi. Donc, ouais, totalement. Mais je pense que c'est un de mes meilleurs mercato depuis la Ligue 2. Enfin, c'est cohérent en plus avec le projet du club d'avoir des jeunes à gros potentiel. Enfin, c'est offensif. Après, pour l'instant, ça donne raison à BLF, justement, qui a révolutionné, qui est parti sur une autre dynamique, une autre philosophie il y a 2 ans. Là, ça lui donne totalement raison. Ouais. Je trouve qu'ils mettent bien sa barque et voilà, enfin la vente de Moussa Sylla pour 2,5 millions en est la preuve, quoi. Et qu'on finit 10e la saison dernière, cette année, après 3 journées, on est toujours invaincu, ça veut rien dire, mais toujours invaincu. Alors on va peut-être en parler là de ces 3 premiers matchs, non ? Oui, on peut attaquer ça. Et je pense que ça ne veut pas rien dire le fait qu'on soit invaincu parce que les saisons dernières, on perdait toujours nos 2 premiers matchs, quoi. On fait notre meilleur début de saison quasiment depuis la Ligue 2, hein, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que l'ensemble est cohérent, quoi. Enfin, la structure du club, comment ça s'est regoupillé l'année dernière, les mercatos qu'on a fait la saison dernière et cette année. Enfin. En plus, faut voir les scénarios. Faut voir les scénarios des matchs aussi. Enfin, on est invaincu, on gagne 1-0 contre Caen. Et on en parlera. Mais bon, on gagne 1-0 contre Caen à 9 contre 11. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ultra positif, je trouve. Tu rappelles les scores du coup, Alex, pour lancer cette deuxième partie ? Ouais, on va revenir donc sur ces 3 premières journées. Et globalement, on a donc 2 matchs à l'extérieur sur lesquels on ramène des nuls en ayant été mené à chaque fois. 2 partout à Clermont et 1 partout à Grenoble, et entre ces 2 matchs on a ce match face à Caen
On verra si c'est un match fondateur au final pour cette saison, mais cette victoire 1-0 en jouant 1 heure à 1 de moins et 40 minutes à 2 de moins. Donc match héroïque. Une victoire, première victoire de la saison dans un Oostkamp calme puis en fusion. Et voilà, et au final, on a pris 5 points en 3 matchs, on a vaincu. Comme je le dis, moi je trouve qu'un des trucs intéressants, c'est qu'on a été mené sur les 2 matchs à l'extérieur, mais à chaque fois, en une dizaine de minutes, on égalise. Donc c'est quand même, à Clermont, on prend l'avantage et la deuxième mi-temps est plus compliquée, mais on a eu cette capacité de réaction. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de force mentale dans ce groupe, ce qu'on a vu. On l'a vu totalement face à Caen. Enfin, ça joue, ça marque des buts, ça en prend. Pour l'instant, un peu moins que la saison dernière. Mais bon, sur ça, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais, Yoann, tu veux commencer ou... Ouais. Non, mais c'est pas juste. Là, on a 5 points, mais la saison dernière, après 3 journées, on en avait 6. Ouais. On gagne 3-0 contre Bordeaux, on perd à Caen, et après, on gagne 2-0 contre le Paris FC. Donc voilà. Au même stade, on est un point de plus. Paris FC, c'est contre l'équipe C du Paris FC. Exactement. Donc c'était tous match particulier en plus. Quoi. Ah oui, ils avaient donc c'est un autre contexte. Ouais. Sachant que là, on commence à Clermont, qui descend de Ligue 1. En fait, ça part sur les mêmes bases que l'année dernière, avec un fighting spirit et une assise défensive plus forte, je trouve. En fait, on marque toujours autant de buts. On revient toujours au score. On se laisse pas aller. Il y a pas de... Les joueurs sont pas démobilisés et en plus maintenant défensivement je trouve que ça tient davantage la route que l'année dernière. Donc c'est que du positif. Si j'ai l'impression qu'on prend 3 buts à la con, mais ouais, alors bon, dans l'ordre chronologique, moi à titre personnel, moi finalement, ça va être bizarre, mais la copie que j'ai le plus aimée c'est celle contre Clermont en première journée. Alors parce que bon, quand on en reparlera après, mais bon, c'est des circonstances très particulières qui mettent en valeur l'abnégation des forces mentales. On n'a pas vu un grand match de foot en termes techniques, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé contre Clermont, donc comme vous le disiez, promu très ambitieux de Ligue 2 avec un recrutement que je trouve assez clinquant, notamment CV Boissomina, t'es mené 1-0 et là tu sens que sans paniquer les mecs ils appliquent le plan de jeu d'Oussaï. Ça se met à jouer ultra vite, à envoyer des transitions hyper rapides. Arconte et Mboup étaient intenables. Et en fait, en accélérant et en étant très juste techniquement, t'as l'équipe qui mène 2 à la mi-temps. C'était super sexy. Plus, hein. Pardon ? Ouais. C'est pas un scandale que le PFC mène 2 à la mi-temps. Les yeux dans les yeux, à la régulière, on a les Ngom et Mohamed, ils ont commencé à envoyer des je crois que c'est Ngom était titulaire aussi avec Bobichon. Je sais que le deuxième but, il vient d'une récupération d'un des 2 jeunes. Je crois que c'est Ngom. C'est Ngom qui a un gros tampon, ça relance très vite. Sur Mboup. Sur Mboup qui fait un centre droit parfait, Arconte finit au premier poteau. Ah oui, voilà. Et puis Bobichon met un but en... il tire le corner. Voilà. Il donne la passe corner. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et même en seconde mi-temps, il y a eu une baisse physique, ce qui est expliqué par une J1. C'est toujours une première journée, donc les physiques sont pas rodés. Clermont a été un peu mieux. Et finalement, le deuxième but, on leur offre. Ouais. Enfin, c'est une relance complètement loupée. C'est une série d'erreurs. Et avec le Joseph Kaloulou qui expérimente ses premières minutes en Ligue 2. Et qui finit la série d'erreurs en rendant le ballon trop vite, trop tôt, trop haut au Clermontois qui égalise grâce à CV. Mais même à la fin, on finit bien mieux qu'eux. Et tout de suite, tu sens que Oussaï, il a un plan. Et il a fait recruter les joueurs pour l'appliquer. Et les joueurs sont en capacité de l'appliquer sur le terrain. Et ça donne une J1 qui est, je trouve, de très bonne facture. Exactement, je suis totalement d'accord avec ça. Après, sur Caen... Oui, vas-y. Non, c'est juste sur ce match-là, il y a une petite pensée pour Henri CV qui nous met le premier but. C'est vraiment le premier but de Clermont, c'est un jeu parfait, double 1-2 avec à la passe CV qui fait une passe d'ess et qui après marque un penalty sur le 2-2 sur l'égalisation de Clermont. C'est lui qui tire le penalty après la mauvaise relance. Non, il n'y a pas péno, mais il est à la hauteur du penalty. Ouais. Il n'y a pas péno. Non. Ouais, non, il s'engouffre dans la surface. Mais oui, c'est... Il nous a fait mal, quoi, les ex. Mais déjà une première journée pleine de promesses où tu vas tirer un point à Clermont. Je suis totalement d'accord.
Et puis bon, alors avec le rouge de Bobichon, bon, 95e. Il met une semelle peu heureuse sur une cheville, je crois. Ouais. Moi, tu peux lui donner, quoi, tu vois. C'est dommage parce que il avait fait plutôt un bon match pour une première titularisation. Il m'avait pas non plus complètement impressionné. Ouais. Non, il a pas rayonné au milieu. J'aurais plutôt mis en avant Mohamed Wengom, bien sûr, jeune. Tu sens qu'il a nappe sous la semelle, mais ouais, c'est pas le meilleur joueur du match, en tout cas du côté de Pau, ça c'est sûr. Après, je trouve le rouge sévère, quoi. Ça se mêle. Moi aussi. Une semelle sur la cheville, mais c'est pas du tout intentionnel, c'est dans le jeu. J'ai l'impression qu'en fait, il veut sortir le jaune, en fait. Genre, c'est le deuxième carton jaune parce qu'il a déjà pris un jaune. Et en fait, non, c'est rouge direct. Donc, je pense que même l'arbitre a un peu hésité. Okay. Il prend 2 matchs derrière pour ça. Ouais. Parce qu'il avait un sursis, mais. Ok. Mais bon. Et puis, alors c'est peut-être la fausse note, au-delà de l'égalisation, la fausse note de la soirée, parce qu'ensuite enchaîne ce match à Caen sans lui. Ouais. Et là aussi, alors, Caen, pas dans les proportions du Paris FC en août dernier, mais arrive avec aussi une litanie de blessés incroyable. T'as quand même une belle équipe, mais je vous assure, il y avait 3-4 titulaires absents, c'est des gros noms, je les ai plus en tête. Ouais. Et puis Mendy à la cave. Enfin, t'as le meilleur buteur de Ligue 2 qui est à la cave, enfin le football moderne, quoi. Et ensuite, une équipe absente un peu mentalement, peut-être à cause du rachat par Mbappé. Bon, tu sais jamais dans ces changements de propriétaires. Qui n'a pas commencé sa saison. Voilà. Encore, Et là, avant le rouge and gomme que tu peux mettre, que moi je mets, tu fais encore une première demi-heure de très bonne facture. Hein. Kodou, ça fait 15 minutes qu'il est là, il envoie une frappe, but, quoi. Enfin, elle est difficilement arrêtée par le gardien et Boutaïb, il suit, ouais. Et encore une fois, une demi-heure de très bonne facture avec après les événements que tu as décrits, Alex. Ouais, mais malgré tout ça, même après à 10 contre 11, pareil, je trouve qu'on dominait, peut-être c'est un bien grand mot, mais tu sentais qu'on était beaucoup plus tranchant. Ouais, on a plus d'occasions, plus tranchant, et donc en fait, quand ça m'a. Après, c'était faible. Collectivement, ça m'a hyper déçu. Déçu. En tout cas, j'étais surpris de leur faible niveau de jeu, en fait, que ce soit technique ou tactique. Bon, alors, même à presque résigné un peu. Il y a Envilla qui envoyait un scud par mi-temps. Ouais. Mais il mettait pas le pied, quoi. Après, voilà, c'est une faute professionnelle de perdre à 11 contre 9. Donc, à Pau, quand t'es c'est une faute professionnelle. Après, voilà, c'est un match héroïque de Pau. Et parce qu'après, dans le fil des événements, il y a Ngom qui envoie un tacle. Pour moi, il y a rouge direct. Oui, c'est logique. Et le petit geste d'humeur de Boutaïb après en seconde mi-temps. Non, alors là, Alors on a tous crié au scandale en direct. Pour moi, sans avoir vu vraiment le geste. Moi, je vous avoue, les gars, pour moi, c'est remontrance verbale, ça va pas plus loin en fait. Mais moi, je te mets un jaune au pire, mais je suis d'accord avec toi, il le touche pas. Mais en même temps, c'est con de sa part de faire ce genre de geste alors que t'es déjà à 10. Un joueur de 37 ans, il a pas à faire ça, quoi. Mais le rouge direct est très sévère. Et après, même pendant une demi-heure ou je sais plus combien de minutes à 40, 9, Caen n'a pas forcément une pléthore d'occasions, quoi. Ils en ont quand même, mais pas pléthore, ils en ont. Ils ont 2-3 grosses occasions. C'est quand même un petit miracle qu'ils accrochent pas un point. Il y a un sauvetage de Ousmane Kanté, très grosse rentrée. Alors que lui aussi, je pensais qu'il allait partir ou qu'il était à la cave. Il y a un moment sur un arrêt de Camara, il arrive en taclant avec l'extérieur du pied à enlever la balle alors que le Canet allait la... Le Canet, oui. Je crois qu'on dit. Le Canet allait la pousser dans le but. Mais... Ils étaient survoltés là sur ça. Fin de match, rien ne pouvait arriver. Hein. Ça symbolise un état d'esprit, une solidarité, un état mental des joueurs qui lâchent absolument pas. Après, techniquement, c'est pas ce que veut offrir le Pau FC, mais bon. Mais c'est bien d'avoir ces qualités aussi, parce qu'il faut savoir souffrir. Et à voir si ils arriveront à reproduire cette abnégation dans des circonstances qui ne seront pas toujours aussi défavorables, mais à avoir cette même abnégation tous les week-ends, quoi. Parce que c'est une chose là d'avoir tout arraché à 2 moins fort à l'amo, mais on veut cette même abnégation, ces mêmes tacles in extremis tous les week-ends. Et je pense qu'on est parti pour. De ce que je vois, il y a une vraie solidarité dans le groupe. En fait, l'ambiance qu'il y avait l'année dernière, on a senti qu'il y avait une vraie complicité, une osmose dans le groupe.
je la retrouve également cette année. Et on est toujours aussi fort techniquement, on est toujours aussi offensif, on propose toujours autant de jeux. Et en plus de ça, cette osmose, malgré le départ ou les arrivées des nouveaux joueurs, elle est toujours là, toujours présente. Il y a un vrai état d'esprit. Puis cette osmose, cet état d'esprit, tu le crées aussi avec ce genre de match et avec les résultats, de toute façon. Exactement. Ouais. Mais c'est sûr que les relais, t'as Besnard, qui est toujours le relais silencieux qui accueille. Mais tu vois, t'as un Camara qui a pris le capitanat, t'as un Ruiz. C'est des Obiang aussi apparemment. Obiang aussi. Obiang, apparemment il est dans le groupe, il parle pas mal aussi. En tout cas, il fait partie des anciens qui est écouté et qu'on respecte. Et mais pour mon Camara, il a quoi, 25 ans maintenant? 27, ouais. Mais je veux dire, c'est génial pour ces joueurs de s'épanouir en Ligue 2 et en plus d'y avoir un rôle de leader. Je pense qu'en fait, ils arrachent tout parce que mentalement, c'est hyper entraînant, quoi. C'est hyper gratifiant. Je veux dire, Jean Ruiz, le discours qu'il fait qu'il aurait pu partir pour plus cher, mais qu'il a voulu rester à Pau parce que il se sentait bien, sa copine se sentait bien. Je veux dire, c'est un joueur qui vient quasiment de nulle part. Et là, c'est le patron d'une défense en Ligue 2. Tu sens qu'il harangue ses coéquipiers. Ils prennent de l'étoffe et ils s'éclatent, quoi, ces joueurs-là. Ouais. Mais on remercie, apparemment, c'est après une conversation avec sa sœur qui lui a demandé, mais mec, en fait, t'as tout à Pau, quoi. T'es heureux, tu joues au foot, ta copine, ta vie de famille, tu te sens bien, tout se passe bien, t'es épanoui, mais pourquoi tu partirais, quoi. Donc merci à la sœur Ruiz. Merci beaucoup. Je t'enverrai des fleurs si tu veux, mais en tout cas, je te remercie parce que ton frère est trop fort. Ouais, non, mais carrément. Puis, c'est un joueur qui a eu une carrière difficile avant, qui a commencé à Sochaux, qui a été se perdre un peu à Sion derrière. Il a tenté c'est comme ça que Tolo l'a fait revenir après, mais et ouais, du coup, il apprécie d'avoir juste une stabilité, de s'éclater dans un. Et puis un rôle, quoi. Ouais, un rôle. Camara, on a parlé d'ailleurs du fait d'être capitaine, que clairement ça lui avait fait plaisir, ça lui donnait envie d'être encore plus dans le projet, quoi. Et puis t'as les Boutaïb aussi, comme Obiang est un relais d'expérience. Et puis c'est l'avantage d'avoir un groupe un peu plus épuré là, tu vois, c'est que il est resserré et chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait qu'il aura plusieurs minutes de temps de jeu et tu vois, Yonis Senjo aussi qui dit que il veut tout arracher cette saison dans le Sud-Ouest, qui se projette beaucoup, alors qu'il a vraiment pas beaucoup joué la saison dernière, à juste titre aussi, mais bon, il est là et il est titulaire à Grenoble, ce qui nous emmène au troisième match. Ouais. Où là, la partie, peut-être que c'est encore une fois match entier contre Clermont et puis la première demi-heure contre Caen, où la copie est peut-être un peu moins bonne collectivement, parce que je sais pas, parce que j'allais dire Grenoble fait pas non plus un grand match. D'ailleurs, les deux coachs se sont accordés à dire que première mi-temps était à chier. Leur équipe avait pas proposé grand chose en première mi-temps, où ça tourne ça ronronne un peu, quoi. Donc un peu déçu en fait, moi, de la première mi-temps, et plus satisfait de la deuxième. Alors là, qui pour moi est le fait d'avoir été mené une nouvelle fois. Donc peut-être finalement on a une équipe plus pour l'instant à réaction que dans l'action pure. Et puis une entrée de Candide Diawara qui a complètement bouleversé la physionomie de la rencontre, qui a littéralement explosé son côté là, l'arrière droit, il savait plus où donner de la tête. Les centres, ils sont arrivés quasiment tous de bonne facture en continu jusqu'à servir Antoine Mille. Je crois que c'est 10 minutes après sa rentrée, c'est très rapidement. Mais il lui sert un caviar et l'action est très belle d'ailleurs. Ça joue au foot. Et là, super. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, j'ai pas vu le match parce que voilà, mais. Pour le coup, j'ai essayé de le voir. C'était compliqué parce que beIN Sport en fait très vite a essayé le pavillon blanc. En gros, le commentateur a arrêté de commenter et le caméraman en fait a juste mis les deux caméras fixes et ils ont quitté leur poste en fait parce que les lasers des ultras visaient le staff. Ouais. Le foot c'est le week-end d'ailleurs. Ouais, le foot c'est le week-end. Donc à la fois ce n'est pas le week-end.
à la télé, ça ressemble à rien, mais à la fois, on soutient le combat, qui, à mon avis, est loin d'être fini. Donc, c'était assez peu lisible. En fait, à partir du moment... En fait, pour vous dire, les gars, le ballon, en fait, quand il passait la ligne médiane, on ne le voyait plus. On attendait quelques petites secondes et ça changeait de plan et on voyait l'autre partie du terrain. Donc, c'était assez horrible comme réalisation. Donc, donc, pas grand match, surtout en première mi-temps. Et en plus, avec une réalisation qui rend tout ça très illisible, c'était pas très, très agréable en tout, quoi. Mais Oussa, il semblait content de la deuxième mi-temps de son groupe et du jeu développé. Ouais. Apparemment, il y a Mohamed qui a une grosse occasion, un lob de très loin là, qui passe pas très loin. Ah oui. Et Pathé Mboup qui a le deuxième but aussi. C'est ça, un face-à-face, je crois, un truc comme ça. Match, Oui, c'est vrai, il a un face-à-face qui est bien négocié par le gardien. On aurait pu aussi gagner ce match comme à Clermont dans l'absolu sur la première mi-temps. Donc, c'est intéressant. Enfin, c'est très encourageant. Franchement, c'est difficile de trouver des points négatifs sur ce début de saison ou des points sur lesquels redire, quoi. Enfin, t'as deux matchs sur lesquels tu reviens, tu montres que t'as un groupe par action. T'as un match où tu mènes et t'arrives à garder ton score, à t'arracher, à faire un clean sheet. C'est un peu le début de saison parfait, quoi. Et puis tu joues 3 sacrés clubs, quoi. Ouais. 2 matchs à l'extérieur. Que des gros, enfin 2 gros plus Grenoble qui est quand même un peu plus dans notre division, je pense. Ça va jouer le milieu de tableau. Non, Grenoble c'est quand même bien plus riche que nous. Ouais, pas tant que ça. Ça a plus de budget. Oui, avant oui, mais pas cet été. Ah ouais. Ils ont perdu beaucoup de monde cet été. Ouais. Pensez à Eddie Sylvestre qui a une nouvelle fois nous affronter et qui est de bonne volonté, mais tant mieux pour nous, mais qui n'a pas pesé trop sur le match. Toujours une pensée pour ce joueur que j'aimais beaucoup. Ouais. Gros potentiel, il a fait de très belles choses chez nous, mais c'est pas un départ que moi personnellement je regrette, tu vois. Encore. Ah ouais, bah tu vois. Ah bah à Grenoble, il passe pas le cap. À Pau, il y avait un peu une légère frustration quand même parce que tu sentais que le mec il est bon, il sait jouer au foot, mais bon. Ouais, mais il avait ça manquait de quelque chose, quoi. Il veut presque faire les choses trop bien en fait. Et du coup, il manque l'intervalle souvent. Tu sens, il est obligé de faire la toupie et de revenir sur son pied gauche et chercher une solution en retrait. Il manque la spontanéité, je trouve. Ouais. En fait, il voit le jeu, il comprend le foot, ça se voit, mais il manque ce petit truc en plus, cette petite folie, enfin voilà, qui différencie les bons joueurs aux très bons joueurs, quoi. Sachant que les joueurs de Ligue 2 sont tous très bons quand même. Faut pas l'oublier. Ouais, non, c'est du haut niveau, hein, franchement. Donc, non, ouais, c'est. Et donc, écoute, moi après ce match de Grenoble, c'est positif, quoi. Ouais. Toujours invaincu, on a joué 3 belles équipes. Puis voilà, comme d'habitude, on perd pratiquement la moitié de l'effectif et ça tourne toujours autant comme l'année dernière. Donc, Bah, ça confirme que. D'ailleurs, il commence à y avoir des échos. Je crois que c'est Taïré Carconte, quoi. Je crois qu'a dit que. En fait, il avait vu jouer l'équipe et je sais, il y a une signature en fait. Bobichon, c'est Bobichon. Dans cet état d'esprit là, ouais. En gros, c'est le fond de jeu appliqué la saison dernière qui a séduit une ou 2 signatures cet été, quoi. Et ça, c'est quand même génial. Même tous les offensifs qui sont arrivés, je pense que tu sais que tu arrives à Pau, que ça va jouer, que tu vas être mis en avant. Ouais, c'est ça. Tu vas jouer, vas jouer. Si c'est à la régulière, quoi. Si t'es bon, tu joues. Et alors là, tu joues beaucoup, quoi. Mais c'est comme Koudou aussi, le retour de Koudou. Voilà, il a goûté à l'aventure paloise, au foot palois pendant 5 mois l'année dernière. Et puis, voilà, il a tenté l'expérience en Ligue 1 à Reims quand il est reparti. Et là, il a vu l'opportunité, il n'a pas hésité, quoi. Il est revenu direct parce que ça joue au foot, parce qu'il va avoir du temps de jeu, parce que je pense que l'ambiance est bonne dans le groupe, le club est sain. Et Pau, voilà, c'est cool, quoi. Je pense que t'es footeux, tu gagnes un peu de sous, t'habites à Pau. C'est pas la ville parfaite, mais qui fait rêver. Mais presque la vie rêvée des villes. Et dans ce club sain, je mettrais vraiment l'aspect sur l'humilité. On se prend vraiment pas pour ce qu'on n'est pas. Tu vois, Ussa, il disait, Terence m'a appelé, il était un peu mal à l'aise par rapport à son retour de prêt anticipé, qui était surtout décidé par le stade de Reims. Et ça, il lui a dit, mais tu rigoles ou quoi? Enfin, il y a zéro problème. On a tous compris au club que, ton club de Ligue 1 formateur, en plus, te rappelle pour jouer la seconde partie de saison. Mais bien entendu que c'est normal que tu sois remonté, il n'y a aucun souci. Et du coup, là, on t'accueille à bras ouverts pour renouer l'histoire ensemble. Mais ça, c'est génial, ça. C'est hyper. C'est la belle histoire. Ouais.
Puis pour nous, c'était le coup parfait parce que tu recrutes un joueur qui est talentueux et en plus qui connaît le club, donc qui peut, comme ça a été le cas, 3 jours après, il arrive, il est titulaire. Il est quasi décisif. Ouais, bon, on peut dire décisif. Ouais. Et voilà, il est déjà dans le bain tout de suite, t'as pas besoin de l'intégrer, t'as pas besoin de lui faire découvrir la ville ou quoi que ce soit, et il est là, il joue et il est performant, quoi. Ouais, cette saison va être excitante, les gars, putain. Et en parlant de saison excitante, Alex, qu'est-ce qui nous attend au menu du mois de septembre ? Et du coup, moi j'ai hâte sur le prochain match, parce qu'on reçoit Martigues vendredi, et là on va être dans une autre configuration, parce qu'on va être face à un petit, entre grosses guillemets, face à une équipe qui joue en 3-5-2 avec Thierry Lauré, donc qui va nous attendre, et j'ai hâte de voir ce qu'on est capable de faire face à une équipe qui vient pour chercher le match nul ou la victoire en contre. Ouais, bien sûr, entièrement d'accord. Ce qu'ils ont fait à Annecy où ils ont gagné 4-2. Donc on va être dans une configuration qui est totalement différente et j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire. C'est pas une position qui nous réussit, ça. Ouais, on a souvent l'année dernière, en général, quand on attendait une victoire à domicile contre un candidat direct au maintien, à la même période, on peut se souvenir d'Annecy, ce match qui fait très mal où on prend 3-0 à domicile. Ouais, il n'y a rien à dire, quoi. Ouais. Donc on a ce test très intéressant. Ça, ouais. Derrière, on va à Dunkerque. Dunkerque, ça va être des copains pour le maintien eux aussi, même s'ils ont plus de moyens, plus d'ambition que nous. Après ça, on a un match mardi, un des rares matchs le mardi, face à Lorient, ici à domicile. Donc gros test, là, parce que... pour moi, c'est la plus belle équipe du championnat. Hein. Ouais. Lorient, ça va vraiment... C'est abusé. Hein. Ouais, ils sont trop forts. Mais ils ont perdu contre Amiens il y a 10 jours. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, pour moi, la plus grosse équipe, c'est le Paris FC. J'ai l'impression que le Paris FC, c'est une machine de guerre inarrêtable. Avec Maxime Lopez qui a signé les minots. Ouais. Mais donc, peut-être que c'est pour moi les deux plus belles équipes. Mais effectivement, il y en a une qui a 9 sur 9, c'est le Paris FC. Ouais. En ayant remonté 2 buts... face à Dunkerque. Face à Dunkerque. Ouais. En plus, si c'était un match délocalisé à Amiens, parce que le Charletti sont en train de refaire la pelouse. Donc, c'est vrai que Paris FC. Puis ils ont été gagnés à Clermont avec un but 1-0, mais sur un but de Crasso. Tu vois le but de Crasso, mais il est en mode bulldozer dans la surface de Clermont. Et il y a rien à faire. Signature, ouais. Bref. La signature de Crasso, comme celle de Lopez, c'est dingue. Pour la Ligue 2, en tout cas, c'est génial. Pour le championnat, pour l'attractivité du championnat, c'est trop bien et ça fait plaisir, quoi. Donc cette réception de Lorient, juste après on part en déplacement à Laval, et enfin on termine cette séquence de 5 matchs avec la réception de Bastia, et derrière on aura à nouveau une trêve internationale de 15 jours. Ouais, donc il faut être prêt tout de suite là. C'est-à-dire parce que Bastia c'est costaud aussi. Hein. Ouais. Martigues, Dunkerque, c'est entre guillemets notre championnat, il faut répondre présent. Et si on peut répondre présent avec les ambitions d'Oussaï, moi je serais comblé, vraiment, sur ce début de saison. Ouais, on a 5 matchs là on a un peu toute la gamme des matchs des oppositions possibles. On va vraiment avoir une vraie idée du visage de cette équipe à la mi-octobre. Laval, c'est en déplacement ? Ouais. Et on reçoit Bastia ? Ouais. Ok. Et tu vois, les 5 prochains matchs, tu joues contre 4 candidats directs au maintien. Parce que cette année, comme chaque année, on continue. Enfin, moi, je vise toujours le maintien le plus rapidement possible. On peut viser que ça. Je rêve d'une saison à la Rodez comme l'année dernière. Je pense qu'on est capable de le faire, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va d'abord se maintenir. Et donc là, tu joues Martigues, Dunkerque, Laval et Bastia. 4 candidats directs. Ouais, mais après, pour le maintien. Il y aura quasiment que des candidats directs pour le maintien. De toute façon. À 18, il n'y a plus de ventre mou. Bastia, je le mets, je sais pas encore. Bastia, j'ai l'impression que ça va jouer plus que le maintien, que ça va plutôt aller chercher le top 5, ou au moins le jouer. Après, tu top 5, je pense que t'es hyper optimiste, mais oui, ils vont faire une meilleure saison que l'année dernière, je pense. Laval, ça peut être le gros retour de flamme de la saison incroyable qu'ils ont fait l'année dernière. Pour l'instant, c'est Rodez qui vit ça. Tu parlais à Yo de saison à la Rodez, mais je sais pas si on les envie au final parce qu'ils se sont fait piller cet été et ils ont un début de saison qui est très compliqué. Ouais. Je pense que là, la saison de Rodez va être très longue et très dure. Ouais. Là, puis parce que ils ont fait tous leurs meilleurs éléments sont partis et ils sont pas été remplacés, quoi. Et attention, nouveau stade, donc c'est vraiment pas le moment de descendre en N1 parce que là il va falloir le payer, donc Et comme quoi cette Ligue 2 est hyper compliquée. Tu fais une bonne saison, mais derrière tout est remis en jeu direct, quoi. Et est-ce qu'on peut faire un petit jeu des pronos ou pas alors cette saison ?
Bah, on peut toujours. Hein. On peut. Allez, on va parier le nombre de points qu'on aura. Donc, logiquement, on se retrouve pour le podcast la prochaine trêve internationale, donc vers le 10 octobre. Allez, les gars, 5 matchs. Combien on prend de points de plus sur ces 5 matchs? Alors, Allez, je vais me lancer, je vais dire 6 ou 7 points de plus. Je serais content. Sur les 15 possibles. Ouais. Allez, 7, je serais content, on sera à 12 points, ce serait cool. je pense qu'on gagne contre Martigues. On fait nul. Après Dunkerque, ça ne réussit jamais, donc on va perdre à Dunkerque. Non mais toi avec Yoann, en t'écoutant, on va faire 12 sur 15 toi, donc je te connais. Non, Martigues, match nul contre Lorient, ça fait 4. Laval, Oui. on gagne, ça fait 7. Lorient c'est chez nous? Ouais. Ok. Non, Ça devrait après être un Lorient, putain je de beau pense qu'on va match. perdre. Ouais, ça va être trop bien. Dommage que ça soit en semaine. 6. Et à la fin, Allez. on reçoit Bastia. Ouais, c'est 7 points, j'attends 7 points. Allez. Hmm. Tom, il va dire moins 3 points. Ouais, franchement, si on en fait 6, je serais satisfait. Ah, là, tu vois, un rythme d'équipe qui va se battre pour le maintien. Les stages. Je suis désolé, hein, Tom, hein, j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais en fait, cette saison, sincèrement, je suis optimiste et je pense qu'on va rapidement valider le maintien. Et ça va être une saison de dingue, quoi. Après, je pense que ça peut aller très très vite parce que, comme on disait, il n'y aura pas de ventre mou. Donc, tu gagnes 3 matchs, tu joues le top 5, tu perds 3 matchs, tu joues le maintien et tu sors les fesses. Donc, je pense qu'on peut avoir plusieurs saisons dans la même saison. C'est ce qui va la rendre si excitante. Hein. C'est ce qui va. Ça va être les montagnes russes, hein, cette affaire. C'est quand même homogène, tu vois. Enfin, à part Lorient et Paris qui sont clairement au-dessus et peut-être Martigues qui est un cran en dessous. Ouais, mais Martigues, ils ont quand même été chercher des points déjà dès le début de saison. Donc, Et le Red Star aussi, qui a gagné 2 matchs aussi. Ils ont mais le Red Star, ils ont de l'argent quand même. Hein. Enfin, ils ont un plus gros budget que celui de Pau. Ah, ils ont plus de budget que nous? Non, mais tout le monde a plus de budget que nous. On est le 16e ou 17e là, budget. Donc, il y a Martigues en dessous, c'est tout? Ouais. Martigues, Rodez aussi, qui est bas. Mais, on est à 6-5 encore? Ouais, 6-5 ou 7. On est vraiment bas, quoi. Enfin, il y a plusieurs clubs de national qui ont plus de budget que nous. Ah là, c'est dingue. Ouais, donc bon. Maintien. En fait, si ça peut faire comme la même chose que la saison dernière, un peu mieux, moi je serais comblé, quoi. Ce serait en fait, l'année dernière, tu fais une saison de dingue, sauf que tu as un gros trou d'air de janvier à fin février, mars. T'as le trou d'air, mais tu trembles pas vraiment, donc on a passé plus de temps à rêver qu'à trembler. C'est vrai. On a eu ce trou d'air, mais comme on avait ce matelas. Au vu des 3 premiers matchs, c'est encourageant. J'ai envie d'avoir ton optimisme, hein, Yo. Hein. Surtout que moi, il y a dans mon petit cœur de mec, de supporter qui veut l'être, je me dis, Usaï, vous savez, il a failli jouer la montée avec un quartier de Marseille Consola, en Ligue 2. Enfin, c'est-à-dire que là aussi, proportionnellement parlant, c'était la même chose que Pau. Et il a été aux portes du champion de montée. Ça s'est joué, je crois, dans la toute fin de saison. C'est 1 point ou au goal average. Un truc de dingue. Très sérieux. Peut-être qu'aussi, c'est un coach qui peut complètement... il l'a fait une fois. Peut-être qu'il peut le refaire une deuxième fois. C'est complètement sublimer une équipe et la faire surperformer. Bon, ça, c'est mon désir absolu. Mais là... J'espère que... En parlant d'Ouzaï, de Marseille, tout ça, j'espère, je sais pas après si les travaux du stade de Martigues seront finis. Ouais. Mais il y aura peut-être un Pau FC Martigues, enfin Martigues Pau FC au Vélodrome. Hein. Non, parce que c'est Martigues, on les joue sur la phase retour, donc logiquement. On les joue le 15 mars là. J'ai le calendrier, on joue le 15 mars. Je sais pas trop. Alors, il y a 2 choses, c'est que dès janvier, il reviendrait à Francis Tursan. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se rendent compte que le Vélodrome coûte un peu cher. Je crois que c'est un truc du style au moins 150 000 € minimum à sortir pour organiser le match au Vélodrome. Par match? Ouais. Ah, putain. Et le club se réfléchit à continuer cette option ou à jouer à Parsemin, la stade Parsemin à Istres. Ouais. C'est ce que j'ai vu passer. Donc, bon, j'espère qu'on jouera au Vélodrome en Coupe de France contre Marseille, quoi.
Un beau 32e là. Ou contre Martigues, si tu les chopes rapidement au mois de novembre, tu peux aller jouer au Vélodrome contre Martigues. Ouais, mais je préfère un match avec 60 000 ultras de Marseille que 2000 personnes supporters de Martigues avec un stade qui sonne creux, mais bon. Ouais. Écoute. Pour le Vel, on prend. Ouais, clairement. Ouais, donc 6 points. Si Allez, on fait 6 points, 6-7 points sur les 15, je serais plutôt satisfait. En sachant qu'on sera bien, parce que c'est un maintien qui va se jouer à 34, 35, 36 points. À mon avis, pas plus. Voire peut-être même un peu moins. Donc, si t'as 12 points à la trêve d'octobre, t'as déjà fait un tiers du chemin. Donc, Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça va vite là cette année. Hein. Ouais. Ça va vite. Donc voilà. On va viser les 12 points pour le prochain podcast. Bah écoutez, on se retrouve dans 5-6 semaines à peu près. 5 semaines même, si je compte bien. Vas-y, tu voulais ajouter un truc? Comment ça rend avec en étant au téléphone les gens nous le diront. Hein. Lâchez des commentaires, dites-nous si vous entendez bien, Johan, depuis la lointaine Lorraine. Bon, mais merci Alex, merci pour cette émission. Ravi de vous avoir tous retrouvés. Merci, chers auditeurs. Vous nous avez manqué. J'espère que vous avez bien profité de ces petits amuse-gueules de l'été qui ont été proposés par Alex. Si vous en voulez encore, interviews. moi et puis Tom qui est en face de moi, qui a interviewé Steve Besnard, et moi j'ai eu la chance d'avoir Bingourou Camara et Antonin Bobichon. Très intéressant les deux. Donc si vous manquez de podcast 1959, vous pouvez aller vous refaire ces interviews. Allez, un peu de promo, ça fait pas de mal. Ouais, non. À bientôt. Salut. Allez, bisous les gars, ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez POFC!